Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent, un cadre qu'on dirait professionnel, une salle de réunion. Et pourquoi? Bien parce que j'ai décidé de vous parler du travail aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler du travail au Japon et pourquoi le travail au Japon mérite une vidéo? Pourquoi? Eh bien parce qu'il a des particularités. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée de vous parler du travail au Japon, eh bien c'est la phrase prononcée par Sanae Takaichi avant qu'elle soit Premier ministre. C'était le 4 octobre dernier, au moment où elle a été élue présidente du Parti libéral-démocrate, une fonction qui généralement mène tout droit au siège de Premier ministre, mais ce n'était pas garanti pour elle. Eh bien, quand elle a été élue présidente du Parti libéral-démocrate, elle a prononcé un discours et les premiers mots de son discours de réception de son titre de présidente du Parti libéral-démocrate étaient les suivants. Watashi jishin mo work-life balance という言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、参ります。Ce qui signifie, moi aussi, je jette les mots work-life balance, équilibre vie privée, vie professionnelle, je vais travailler, 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 travailler. Voilà. Et c'est le ton donné par cette première ministre qui, c'est bien connu, est une travailleuse. Voilà pour l'anecdote. Bon, alors pourquoi je vais vous parler du travail au Japon? Parce que effectivement, dans l'imaginaire collectif, les Japonais sont des travailleurs qui se donnent tout entier à leur entreprise. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est pas de gaieté de cœur non plus. Ils y sont un peu obligés par le système, et c'est un peu tout ça que je vais décrypter en nuançant cependant, parce qu'il est vrai que dans d'autres pays aussi, les conditions de travail ne sont pas faciles, y compris en France. Il y a des burn-out, etc. N'empêche, il y a des spécificités dans la façon dont travaillent les Japonais, qui sont pas des choses choisies par eux-mêmes, mais qui sont des choses imposées par l'environnement professionnel, la façon dont ça fonctionne. Il y a des particularités au Japon qu'on n'a pas ailleurs, et ça commence dès le recrutement. Pourquoi? Eh bien parce que les grandes entreprises, et puis les moyennes aussi, recrutent en général par vagues. Elle recrute d'abord des vagues de jeunes diplômés, qui sont recrutés immédiatement à la fin de leur cursus universitaire. Donc les étudiants, en fait, quand ils ont 4 années d'université, par exemple, ou bien 4 années d'école particulière, d'école spécialisée, eh bien, commencent à chercher un emploi, en fait, commencent à chercher une promesse d'embauche à partir de la 3e année. On appelle ça Shushoku Katsudo. Donc c'est la campagne de recherche d'emploi qui débute à la 3e année. Et dans les circonstances actuelles, en fait, où il y a une pénurie de jeunes et une pénurie de main-d'œuvre, eh bien, généralement, les étudiants se retrouvent dans la situation paradoxale qui est la suivante, c'est que c'est eux qui finissent par choisir vraiment leur entreprise parce qu'ils arrivent à collectionner 2, 3 ou 4 promesses d'embauche entre le moment où ils commencent à rechercher un emploi et le moment où ils vont effectivement quitter l'université et pouvoir être libres pour entrer dans une entreprise. Donc, les entreprises vont vraiment chasser les jeunes étudiants, se battent pour avoir les meilleurs dans les plus grandes universités, et in fine, ceux-ci ont un peu l'embarras du choix et se dirigent généralement pour les caïds dans les plus belles entreprises, avec la plus haute renommée, avec les meilleures conditions de travail éventuellement. Enfin, ont chacun leurs critères pour choisir l'entreprise vers laquelle finalement ils vont aller. Et donc, ils terminent leur cursus universitaire au mois de mars d'une certaine année, et en gros, ils sont en emploi le 1er avril, pour schématiser un peu. Il y a à peu près, selon les années, entre 97 et 99% des étudiants, des nouveaux diplômés d'université qui ont un emploi immédiatement à la sortie de l'université, puisqu'ils ont eu des promesses d'embauche bien avant. On n'a pas du tout ce genre de situation en France, vous êtes d'accord avec moi? Et même dans les périodes de crise, en fait, ce pourcentage recule un petit peu, mais il tombe rarement en dessous de 95% en fait. Donc, quand on entre à l'université, si on va jusqu'au bout de son cursus universitaire, on a la garantie d'avoir un emploi à la fin.
Ça ne veut pas dire qu'on a l'emploi de ses rêves, hein, parce que sur les jeunes qui sont recrutés comme ça tous les 1er avril, par vague dans les grandes entreprises, des entreprises qui vont recruter jusqu'à 1000 ou 2000 jeunes en une année comme ça, le 1er avril, avec des grandes réunions où le patron parle à tout le monde, à toutes ces nouvelles recrues. Vous allez voir, je vous montre une photo là, c'est très marquant. En fait, c'était dans une entreprise, une grande chaîne de vente d'électroménager, et j'ai pris cette photo il y a quelques années, mais c'est la même chose tous les ans. Donc le patron fait un grand discours pour motiver toutes les troupes, et tous ces jeunes donc arrivent en même temps, tous bien coiffés, tous bien habillés, etc. Bon, après, ça va varier, hein. Au bout de 3-4 mois, on commence à voir se distinguer les gens. Et puis, en 3 ans, parmi ces nouvelles recrues, il y en a un tiers à peu près qui va aller voir ailleurs, en fait. Mais au bout d'un moment, en fait, dans le mode d'emploi japonais, on finit par s'installer dans une entreprise. Alors quand on est recruté comme ça, comme des jeunes, eh bien on n'arrive pas tout de suite à un bon poste, etc., auquel on va se stabiliser avec une mission professionnelle assignée. En général, on arrive là et pendant quelques semaines, mois, voire années, on va être formé. En fait, l'entreprise a tendance à considérer que les jeunes qui arrivent, en gros, ils savent rien, ils sont diplômés, mais ils savent rien, et il faut les couler un peu dans le moule de l'entreprise, les reformer. Donc ils vont naviguer en fait d'abord en formation pendant plusieurs mois, 1 an, parfois même 2 ans. Et puis ensuite, on ne va pas hésiter à les balader un petit peu à des postes divers et variés. Ils vont comme ça parfois passer 2 ans à un poste, 2 ans à un autre, etc. C'est très très fréquent dans les entreprises, même pour des gens qui ont déjà une carrière assez avancée, d'être mutés, de changer de fonction. C'est vraiment un schéma très classique. Et ça va assez loin parce que ces changements de poste s'accompagnent parfois de changements de lieu. Donc on peut passer de Tokyo à Nagoya, être muté dans une autre région, et l'avis de l'employé, en gros, il compte pas beaucoup là-dedans, hein. C'est l'employeur qui décide où il va muter un tel ou un tel, et peu importe les conditions familiales de la personne. Donc si elle est mariée, ben, soit la femme suit ou le mari suit. S'il veut pas ou elle ne veut pas suivre, ou qu'il y a des raisons particulières, par exemple professionnelles, pour laquelle l'époux ou l'épouse ne veut pas suivre, eh bien, ça se solde par une séparation en semaine du couple, l'un habitant une autre région et vivant seul, et la femme ou le mari restant seul à un autre endroit avec éventuellement les enfants. Et parfois, c'est même des mutations vers l'étranger. Donc c'est des situations qui sont pas faciles du tout, hein. Moi j'ai vu des couples être séparés pendant des années avec un mari à l'étranger et une femme qui reste au Japon parce que les enfants ont des études à suivre, etc. Donc ça, c'est une spécificité. Ensuite, effectivement, le contenu du travail est parfois, pour certains, très flou, ce qui fait que tant qu'il y a du boulot qui traîne à droite à gauche, le supérieur hiérarchique a tendance à dire, ah bah toi t'as fini ça, tiens bah tu vas faire ça en plus, et on en rapporte, il n'y a pas quelque chose de clairement défini dans un contrat avec une mission très claire sur quel est le contenu du travail. Donc sur ce plan-là, c'est assez flou, et ce qui est aussi un des facteurs qui contribue à des heures interminables. Une autre particularité très, très visible au Japon, hein, c'est les différents statuts des salariés. Donc, il y a des salariés à temps plein fixes des entreprises qui, eux, ont tous les avantages. Et puis, il y a des intérimaires, il y a des gens en contrat à durée déterminée qui, eux, ne bénéficient pas du tout des mêmes avantages, ni des mêmes salaires, et donc ça c'est un problème récurrent qu'on voit également dans d'autres pays, mais un problème qui touche beaucoup les femmes, parce que les femmes au Japon sont souvent à temps réduit, à temps partiel, et donc elles ne bénéficient pas du tout des mêmes avantages dans ce cas-là que les hommes. Et c'est un gros problème, les temps partiels féminins, parce que il y a même certaines femmes qui hésitent à faire plus d'heures parce que ce serait négatif
négatif pour elles, puisqu'elles passeraient au-dessus d'un plafond qui ferait qu'en termes d'impôt sur le revenu pour leur mari, ça deviendrait très désavantageux. C'est une question en débat à l'heure actuelle, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors je vous disais aussi les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires sont pour le moment plafonnées, mais elles sont plafonnées à un plafond qui est quand même assez élevé puisqu'il est de 45 heures par mois, qui peut monter en cas exceptionnel jusqu'à 100 heures par mois, qui est le point auquel on a un risque de mort par excès de travail si c'est prolongé sur plusieurs mois. N'empêche que légalement, 45 heures supplémentaires par mois, ça fait quand même une journée de plus par semaine, sauf que la semaine, elle n'a pas plus de jours, donc ça veut dire que ça se répartit sur tous les jours avec plusieurs heures supplémentaires par jour, et ça, ce sont les heures déclarées, ce ne sont pas nécessairement toutes les heures effectuées. Donc il y a de la triche parce que comme la loi maintenant met ce plafond, mais qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, etc., qu'on a beaucoup besoin des salariés, eh bien parfois on leur demande de travailler mais de ne pas déclarer les heures supplémentaires. Donc en fait il y a plein d'heures supplémentaires cachées qui généralement sont soit payées sous le manteau ou d'une autre façon, soit pas payées du tout, mais qui en tout cas ne sont pas déclarées. Et la première ministre, en l'occurrence, constatant la pénurie de main-d'œuvre et constatant aussi qu'il y a des gens qui trouvent que limiter les heures supplémentaires, ça leur enlève la liberté de travailler un peu plus pour gagner plus, mais ça c'est pas la majorité, mais ça existe quand même, notamment chez les jeunes, et bien elle envisage d'assouplir, de faire assouplir cette loi pour élever le plafond d'heures supplémentaires. Et ça, bon, bien sûr, les patrons sont réjouis, puisque c'est à leur demande que cette réforme est envisagée, mais bien sûr, les personnes qui savent ce qu'est le burn-out, les personnes qui ont eu dans leur famille, dans leur entourage, quelqu'un qui est mort de karoshi, excès de travail, eh bien, ces personnes-là sont radicalement contre, donc il y a un débat à l'heure actuelle sur ces questions-là au Japon. Un autre aspect qui, en France, nous est vraiment très étrange, c'est que, en gros, sur l'ensemble des congés payés qui sont offerts aux salariés japonais, donc c'est à peu près 3 semaines de congés payés par an, et il y a beaucoup de jours fériés en plus, mais les 3 semaines de congés payés par an, en fait, si on fait la moyenne, il n'y en a que 50% qui sont prises. Donc il y a des grandes entreprises qui obligent un peu leurs salariés à épuiser leurs 100% de leurs congés payés, mais des plus petites entreprises, et les plus petites entreprises, en fait, le tissu des petites et moyennes entreprises au Japon, c'est 99% des entreprises. Et dans les plus petites entreprises où il y a peu de salariés, en fait, eh bien les heures les congés payés ne sont pas tous pris parce que il n'y a personne pour remplacer celui qui part, qu'on n'ose pas partir de peur de laisser tout le fardeau de travailler aux autres. Et puis il y a aussi, il faut bien avouer, des vieux vétérans qui considèrent que de toute façon telle tâche, il n'y a qu'eux qui sont capables de la faire, donc ils partent pas parce que sinon ce sera pas fait ou ce sera fait en dépit du bon sens, etc. Un autre aspect qui est assez connu ici et qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est ceux qu'on appelle les vieux qui foutent rien. Et chaque entreprise, pour peu qu'elle soit un peu ancienne et qu'elle soit pas une start-up montée par des jeunes de 20 ans, a en son sein un ou deux vieux qui foutent plus rien, mais qui non seulement ne foutent plus rien et sont payés à rien faire, mais qui en plus sont démotivants pour les autres. Comme ils foutent rien et qu'ils sont payés et que l'employeur a l'air de complètement s'en fiche, et ben les jeunes se disent moi non plus, pourquoi je m'embête à faire quelque chose puisque lui il fout rien, il est payé quand même. Donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux de démotivation. Une autre chose qui mérite d'être particulièrement signalée au Japon, c'est l'importance de la hiérarchie en fait. Il y a vraiment une hiérarchie très structurée dans toutes les entreprises et on monte très souvent les échelons de la hiérarchie à l'ancienneté. Et
Il est assez rare que des gens en bas de l'échelle puissent prendre des initiatives en fait. Hein. Souvent, il faut remonter toute la chaîne hiérarchique pour qu'une décision puisse aboutir. Donc elle monte, la question monte, la réponse descend. Et ça, c'est un des facteurs qui fait que la productivité au Japon est relativement faible parce qu'il y a beaucoup de pertes de temps dans l'ascension vers le haut de la hiérarchie et la redescente vers le bas pour la réponse. Et puis allez, une dernière chose, un dernier truc, parce qu'on en parle souvent au Japon, c'est ce qu'on appelle ici les bonus, donc les primes, qui ça arrive en milieu et en fin d'année. Et les primes au Japon, en fait, c'est un peu une arnaque en fait, parce que sur le papier c'est bien, vous avez une prime qui représente 3, 4, 5, 6 mois de salaire parfois, qui arrive en milieu d'année, au mois de juin, et puis en fin d'année, fin novembre, un peu avant les fêtes, pour vous permettre de vous offrir des cadeaux. Mais en fait, la réalité de ces primes, c'est que si elles n'existaient pas et qu'on répartissait l'argent sur tous les mois, ça vous ferait un salaire correct par mois. Mais en fait, le salaire mensuel, il est assez faible, et la prime rattrape un petit peu cet écart. C'est un peu comme si vous fixiez le salaire de quelqu'un pour l'année, et puis au lieu de le diviser par 12, eh bien vous le divisez par exemple par 18. Et tous les mois, vous ne donnez qu'un 18e du salaire, et puis juste 2 fois dans l'année, vous en donnez un peu plus. Vous donnez 4 18e, par exemple, ou 3 18e, par exemple, à un mois donné. Puis du coup, à l'arrivée, voilà, ça vous fait un salaire sur l'année qui est correct, mais qui n'est pas mirifique non plus. Une dernière chose à mentionner, parce que ça se retrouve dans tous ces aspects en fait, c'est que si on a tous ces problèmes qui pour nous peuvent apparaître comme un petit peu des abus, sans compter qu'il y a vraiment des entreprises qui abusent, qu'on appelle les black企業en fait. Ces entreprises obscures, elles existent aussi parce que d'une manière générale, les syndicats sont faibles au Japon et les syndicats ne sont pas structurés de la même façon qu'en France où ils sont transversaux, multisectoriels et ils peuvent intervenir vraiment pour défendre les salariés. Au Japon, les syndicats d'abord sont plus faibles. Ils sont surtout là pour négocier tous les printemps les augmentations de salaire, mais le reste du temps, les syndicats en fait sont assez peu revendicatifs. Donc, les avancées en fait professionnelles sont assez peu motivées par les syndicats. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui pour cette petite vidéo. À bientôt.